Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Alors, cette visioconférence est organisée dans le cadre d'un rendez-vous mensuel que nous avons appelé les rendez-vous des doctorants de l'Université de Corse. Ces rendez-vous sont organisés en partenariat avec le réseau Canopée de Corse et le club CNRS du lycée Laetitia Bonaparte d'Ajaccio. Ce soir, c'est Nicolas Poiron-Guidonne qui va nous présenter son travail de recherche. Il va nous parler de la thèse qu'il conduit au sein du laboratoire Sciences pour l'environnement de l'Université de Corse et du CNRS. Voilà, je lui laisse la parole et vous aurez la possibilité à la fin de son exposé de lui poser des questions. Merci. Okay. Donc bonsoir à tous. Donc comme l'a dit Marie-Françoise, je suis Nicolas Poiron-Guidonne. Je travaille je suis en 3e année de doctorat portant sur l'intelligence artificielle au service de la pêche en Corse. Donc je vais commencer par vous présenter les contextes de mes travaux, pour ensuite en venir à ma problématique de recherche. Je présenterai ensuite rapidement le modèle de dynamique de population qui me permet de réaliser les simulations de pêche. Viendra ensuite une grosse partie sur la calibration des différents modèles, puis l'optimisation des stratégies de pêche et l'apprentissage par renforcement, qui sont vraiment les deux grosses parties qui permettent d'avoir une certaine application réelle, pour ensuite conclure et énoncer quelques perspectives d'amélioration pour l'avenir. Donc mes travaux s'inscrivent dans une problématique de gestion des ressources halieutiques en Corse, le but étant à terme la protection des espèces en danger. Donc ça nécessite dans un premier temps l'amélioration des connaissances actuelles pour ensuite en venir à la mise en place de politiques de gestion efficaces. Et le tout dans le but à terme de conserver, voire améliorer l'économie de la pêche locale, tout en protégeant mieux certaines espèces en danger. Il faut savoir que 27% du volume de poissons capturés en France provient de la surexploitation. C'est pourquoi la FAO, donc la Food and Agriculture Organization, préconise 3 points d'intérêt principaux dans la gestion des pêches, qui sont la minimisation de l'impact écologique, la mise en place d'une exploitation durable et la réduction des pertes par rejet. Donc ce dernier point est très difficilement prenable en compte dans les simulations, donc on va surtout s'intéresser aux deux premiers. Donc je travaille au sein de l'UMR Sciences pour l'environnement, comme l'a dit Marie-Françoise, qui est historiquement basé sur des recherches en théorie de la modélisation et de la simulation, mais qui s'oriente de plus en plus vers des processus d'aide à la décision, d'optimisation et d'apprentissage automatique. Donc, dans un premier temps, il a fallu étudier les forces et les faiblesses des connaissances actuelles pour définir un cadre expérimental relativement précis. Et il nous est vite apparu qu'il allait être impossible d'utiliser des modèles trop précis à cause de données parcellaires et soumises à incertitude. Donc c'est pourquoi moi, mon travail consiste principalement à quantifier l'apport des méthodes d'optimisation et d'apprentissage pour renforcement pour les appliquer à la gestion des ressources halieutiques en Corse, c'est-à-dire en situation de faible connaissance et d'incertitude dans les données. Donc la majeure partie de mon travail utilise des simulations informatiques et celles-ci sont basées sur des modèles théoriques. Donc un modèle, c'est ce qui va nous permettre de réaliser la simulation et il utilise un certain nombre de paramètres qui vont devoir être calibrés pour correspondre à la réalité. Donc comme j'ai dit précédemment, un modèle trop précis va être impossible à être calibré à cause du manque de données. C'est pourquoi on va utiliser un modèle dit global, c'est-à-dire un modèle qui, pour chaque espèce, on va s'intéresser juste à la biomasse de son stock, sans distinction entre les individus. Donc certains modèles prennent en compte différentes classes de taille ou classes d'âge. Ce n'est pas le cas ici dans ce modèle qui est relativement peu précis, mais qui nous permet du coup, nous, d'avoir une calibration plus efficace et pouvoir l'utiliser même dans ce genre de circonstances. Donc il est juste basé sur deux équations relativement simples qui vont modéliser l'évolution de la biomasse au cours du temps et les captures prélevées par les pêcheurs en fonction de l'effort de pêche qu'ils vont appliquer sur le système. Donc la première partie va être du coup de calibrer le modèle, ce qui va nous permettre une certaine acquisition des connaissances. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est utiliser des valeurs aléatoires pour les différents paramètres du modèle et réaliser une première simulation qui va nous permettre d'obtenir certaines données, donc comme les captures associées à ce jeu de paramètres. Et on pourra comparer les données de sortie de la simulation aux données réelles que nous on connaît pour calculer une fonction d'évaluation qui va nous permettre de savoir à quel point
le jeu de paramètres qu'on a utilisé est bon dans ce contexte-là. Et du coup, l'algorithme d'optimisation va nous permettre de modifier les valeurs de chacun des paramètres dans le sens des données pour petit à petit obtenir une solution de plus en plus précise et au final pouvoir calibrer le modèle. Donc quand on aura les sorties de simulation qui seront équivalentes aux données d'entrée, on aura trouvé les paramètres qui correspondent exactement à la population qu'on étudie. Donc sur des données théoriques qu'on aura générées nous, le calage est toujours parfait et la convergence très rapide. Donc j'ai représenté à droite les captures simulées et les captures réelles au cours du temps. On peut voir que les deux courbes sont parfaitement superposées. Donc le calage est complètement parfait. Et à gauche, c'est la convergence de différents algorithmes d'optimisation. Donc là, l'unité de temps, c'est STU pour Standard Time Unit, qui est une unité standard en calcul haute performance, mais ça représente même pas une demi-seconde de calcul, du coup, sur mon ordinateur personnel. Donc c'est quand même quelque chose de très rapide d'un point de vue informatique. Donc ça, c'est le cas parfait, optimal, qu'on n'aura en réalité jamais. Donc c'est-à-dire que si les données sont parfaitement connues, on va avoir une solution unique, directement exploitable, mais dans un contexte de biologie halieutique et biologie marine surtout. On est obligé de prendre en compte une certaine quantité d'incertitudes sur nos données d'entrée, car les campagnes de prélèvement sont chères et relativement peu précises. Et en prenant en compte cette incertitude, on va avoir ce qu'on appelle un problème d'équifinalité, c'est-à-dire qu'on va avoir un grand nombre de solutions, donc un grand nombre de jeux de paramètres, qui vont nous permettre de retrouver les données d'entrée. Donc j'ai représenté à gauche le résultat avec seulement 5% d'incertitude, ce qui est vraiment inespéré dans ce contexte-là. Et donc chaque point de ces figures représente une solution parfaite à la calibration. Et déjà avec 5% d'incertitude seulement, on a des bandes qui sont suffisamment resserrées pour être directement exploitables, mais ça commence déjà à se disperser. Et alors avec 30% d'incertitude, donc la figure de droite, c'est complètement n'importe quoi et ça devient complètement inexploitable. De plus, ça c'était dans le cadre de données théoriques, mais sur des données réelles, il y a souvent des mauvaises estimations entre les différentes données d'entrée. Donc nous, pour réaliser ces calibrations, on a besoin des captures au cours du temps et de l'effort de pêche associé. Et s'il y a incohérence entre ces deux séries temporelles, on peut arriver à une impossibilité de calibration. Donc c'est ce que j'ai représenté à gauche. On avait des données réelles retrouvées dans un article et sur certains sites. Et en réalisant l'optimisation et la calibration de manière classique, on va obtenir ce qu'on a sur la figure de gauche en bleu. Donc les deux courbes ne sont cette fois pas du tout superposées. Mais du coup, comme les calages théoriques sont tout le temps parfaits, on peut supposer que les différences ne sont pas dues à l'optimisation, mais à des mauvaises estimations des données d'entrée. Et du coup, on peut se servir de l'optimisation pour modifier relativement doucement les données d'entrée pour avoir de meilleurs résultats au cours du temps. Donc ça, c'est ce que j'ai fait sur la figure de droite, où après 200 itérations de modification de données, on va avoir deux courbes complètement superposées. Mais il faut quand même être prudent avec ce type de méthode, car on n'a aucune certitude sur la réalité biologique des modifications des données qu'on a fait. Donc c'est pourquoi il vaut mieux les réaliser sous expertise d'un biologiste, par exemple, pour être sûr de la qualité des modifications qu'on fait plutôt que de se fier à la variation automatique. Donc c'est pourquoi une deuxième approche va être d'utiliser des lois de probabilité sur les données d'entrée qui sont incertaines. Ça va nous permettre de déterminer si deux séries temporelles sont cohérentes entre elles et de réduire leur variabilité. Et bon, du coup, à terme, de déterminer les paramètres de la dynamique de population de manière plus efficace. Le problème, c'est que ce genre de méthode nécessite énormément de simulations, mais dans notre cas, comme on utilise un modèle qui est relativement simple, les simulations sont très rapides et sont fortement parallélisables sur GPU, donc sur carte graphique. Donc c'est ça qui va nous permettre d'utiliser ce type de méthode dans notre contexte. Donc en simulant un scénario avec l'ensemble des efforts, on va pouvoir calculer l'ensemble des captures correspondants et du coup la probabilité que ce scénario apparaisse réellement. Donc cette probabilité, ça va juste être le produit des minimums des probabilités d'apparition de chacune des données au cours du temps. Et du coup, à partir, si on simule l'ensemble des scénarios possibles, on va pouvoir calculer la somme de ces probabilités pour obtenir un indicateur qui va nous dire à quel point une dynamique de population qu'on étudie est cohérente avec ces lois de probabilité.
Donc, comme plusieurs solutions peuvent être acceptables dans ce type de méthode, on va utiliser un algorithme qui est dit multimodal, c'est-à-dire qui nous permet de trouver plusieurs solutions cohérentes en même temps. Et notre premier scénario de thèse va être sur seulement 10 années d'estimation, dont 6 sont considérés comme fiables, et 4 sont estimés avec des données suivant une loi normale centrée sur la valeur réelle. Et les estimations sont cohérentes entre elles pour l'instant, donc pour ce premier test. On obtient un faible nombre de solutions qui sont relativement dispersées dans l'espace des paramètres, et ce qui peut permettre à un expert du coup d'analyser ces résultats et trouver la solution la plus cohérente biologiquement de manière beaucoup plus efficace qu'avant. Et la biomasse finale proposée par ces solutions est relativement peu dispersée en fonction des meilleurs et des pires cas, ce qui permet d'avoir des solutions plus robustes pour une analyse future. Ensuite, sur des données qui sont incohérentes entre elles, le but va être d'identifier et de corriger ces erreurs d'estimation. Donc pour les tests, on va corriger de manière automatique, mais comme j'ai dit précédemment pour une autre application, en situation réelle, il serait plus prudent d'utiliser une expertise d'un professionnel du domaine. Et pareil, de faibles variations sont nécessaires pour éviter les biais. Donc on va utiliser le même scénario que précédemment, mais en ajoutant des surestimations sur les captures. Donc on a ce système, donc je ne vais pas détailler, on pourra y revenir pendant les questions si vous voulez. Donc on a juste en rouge la partie calibration classique que j'ai juste dû adapter pour prendre en compte les lois de probabilité plutôt que le calcul de fitness avec les captures directes. Et à droite en bleu, un deuxième algorithme qui va, pour la meilleure solution proposée par cette première optimisation, calculer les lois de probabilité correspondantes et la comparer avec les lois que l'on connaît, donc qui ont été estimées par les biologistes, pour calculer les différences entre les deux et modifier l'une par rapport à l'autre en conséquence. Donc au départ, toutes les estimations sont décalées par rapport à la réalité, c'est les courbes en rouge, alors que le résultat qu'on devrait obtenir est en jaune. Et après 50 itérations de modification des données d'entrée, toutes les années sont corrigées et on obtient des résultats beaucoup plus fiables. Donc cette approche présente cependant certaines limites. Donc comme j'ai dit, la correction automatique est instable et peut nécessiter une expertise pour être plus fiable. Et au moins une des séries temporelles doit être valide. C'est-à-dire qu'on peut repérer les incohérences qu'il y a entre les deux séries temporelles de capture et d'effort, mais si les deux sont complètement fausses, on ne peut pas non plus faire des miracles et on ne peut pas déterminer les erreurs des deux. Et comme il est dit, ça nécessite un très grand nombre de simulations, donc c'est applicable uniquement sur des modèles simples. Donc ensuite, une dernière application en calage de modèles, c'est en prenant un stock global, donc composé d'un ensemble d'espèces, avec l'utilisation de beaucoup de connaissances expertes, on peut être capable d'en déduire les différentes composantes de ce stock global. Donc ça peut être utile, par exemple, si on a la biomasse d'une espèce sur l'ensemble de la Corse et qu'on veut généraliser, et qu'on veut en déduire, les biomasses qu'il y a dans différentes régions exploitées, dans les différentes prud'homies, par exemple. Donc on va partir de la calibration du stock global et il va falloir que l'ensemble des composants de ce stock reconstitue les captures cumulées au cours du temps, et de même pour la biomasse cumulée au cours du temps. Donc ce qui va nous donner beaucoup de points d'équilibre, donc un gros problème d'équifinalité, mais qui peut être compensé avec certaines contraintes mises justement par certaines connaissances expertes. Donc une fois la phase de calibration passée, si on avait des données suffisantes, on va pouvoir réutiliser l'optimisation pour optimiser directement les stratégies de pêche. Donc un exemple qu'on a pu faire directement pour tester nos méthodes, ça va être de repartir de données historiques et de réaliser l'optimisation à partir du premier point des données qu'on connaît et de comparer les résultats. Donc en partant d'une espèce dont on connaît la dynamique, on va resimuler son évolution au cours du temps en cherchant à maximiser les prises tout en respectant une contrainte qui va être, dans ce cas-là, simplement que la biomasse finale simulée soit supérieure à la biomasse finale réelle du système. Donc on obtient des résultats relativement variables. Donc en fonction de certaines espèces, on va avoir soit très peu de gains avec l'optimisation par rapport à la réalité. Donc on peut supposer que l'exploitation a été assez bonne, voire optimale. Par contre, pour d'autres espèces, comme Palinurus dans mon tableau,
on est pratiquement du simple au double. Donc l'exploitation, si elle avait été plus raisonnée en amont, par exemple, on aurait pu espérer de meilleures prises dans le futur et une bien meilleure exploitation sur l'ensemble de la période étudiée. Et à partir de ce genre de connaissances-là validées sur de l'historique, on pourrait s'en servir pour généraliser pour l'avenir et proposer des stratégies possibles aux décideurs en fonction de leurs attentes d'un point de vue écologique et à la fois d'un point de vue économique. Ensuite, pour revenir sur la partie calibration avec incertitude, il est irréaliste de supposer que nous pourrons connaître les dynamiques de chaque espèce avec exactitude. C'est pourquoi, sur les ensembles de solutions proposées par un calage avec incertitude, on va pouvoir réaliser ce qu'on appelle une optimisation robuste, c'est-à-dire que dans ce cas-là, plutôt que de déterminer la meilleure solution possible pour une des solutions de la calibration, donc un des jeux de paramètres de dynamique de population, on va chercher une solution unique qui va permettre d'obtenir les meilleurs résultats pour l'ensemble des possibilités. Donc j'ai représenté à gauche les résultats d'une les variations de la biomasse pour les résultats d'une optimisation où on connaît parfaitement la dynamique de population étudiée. Donc chaque courbe représente l'évolution de la biomasse de chaque espèce possible. Donc là, on voit que une fois atteint la situation d'équilibre, on a une population qui est complètement stable au cours du temps jusqu'à la fin. Alors que par contre, quand on utilise l'ensemble des solutions possibles via une optimisation robuste, bien sûr, l'évolution est beaucoup plus chaotique, mais l'ensemble des solutions possibles respecte la contrainte écologique qui est là représentée par la droite en rouge tout en bas de mon graphique. Et cela nous permet donc d'obtenir la garantie du respect de la contrainte écologique avec environ seulement 5% de pertes sur la partie économique. Donc ça, c'est du coup applicable dans le cas où il y a de relativement faibles incertitudes, mais qui est quand même présentes. Donc en conclusion des travaux par optimisation, donc le calage des modèles est relativement peu efficace avec des méthodes classiques, de par le manque de données et les incertitudes, mais certaines méthodes présentées précédemment peuvent nous permettre d'identifier certaines données incohérentes et de les modifier, voire de les améliorer grandement. Donc il semble utilisable à grande échelle, mais de moins en moins fiable en réduisant cette échelle. L'optimisation des pêches peut permettre d'améliorer à la fois l'économie et l'écologie dans les cas où on a suffisamment de connaissances. Et dans le cas contraire, l'approche robuste permet de réduire les risques et mieux prendre en compte les imprécisions dans les données d'entrée. Donc je vais maintenant passer à la partie apprentissage par renforcement. Donc l'intérêt de ce type de méthode, c'est qu'elle semble moins dépendante de l'exactitude des données d'entrée et plus adaptée aux différentes échelles de modélisation. C'est-à-dire que là, jusqu'à là, on a réalisé les optimisations dans le but d'acquérir des connaissances sur les espèces en entrée et d'améliorer la gestion d'un point de vue des décideurs. Mais on n'a eu aucun impact direct sur les pêcheurs, aucune stratégie directe à leur proposer eux. Ça s'applique directement aux décideurs pour la mise en place de quotas, par exemple. Donc l'objectif de l'apprentissage par renforcement va donc être de proposer un modèle prenant en compte acteurs directs comme les pêcheurs et à la fois les décideurs. Et de proposer surtout une méthode qui n'utilise pas la phase de calage de modèles qui peut être relativement compliquée. Donc on en arrive à cet environnement. Donc on a un ensemble de pêcheurs, je ne sais pas si on voit bien avec ma souris, donc l'ensemble des pêcheurs ici, qui vont à chaque pas de temps déterminer dans quelle zone ils vont aller pêcher et appliquer un effort sur cette zone, donc zone constituée d'un ensemble de poissons, donc d'espèces exploitées. Donc cet effort va être appliqué sur l'ensemble des espèces de la zone et cette fois le pêcheur va obtenir un ensemble de captures qui est probabiliste, alors qu'avant c'était complètement déterministe. Et ça permet donc de mieux représenter la réalité de l'ensemble des jours d'exploitation. Un jour est pas on n'aura pas des prises constantes au cours du temps, des jours seront meilleurs que d'autres. Et du coup, cela va nous permettre de prendre en compte les différentes incertitudes dans les données de manière plus efficace. Et chaque pêcheur va du coup recevoir une observation qui sera composée des captures de chacun des stocks présents dans la zone exploitée, également des gains qu'il en a tirés,
Et les décideurs en haut, du coup, eux, auront une faible probabilité d'observer également le comportement de ces pêcheurs. Donc en réalité, ça pourra être, par exemple, des embarquements sur les bateaux de pêche ou des études des marchés, par exemple. Et à partir de ça, les décideurs devront trouver les quotas optimaux à appliquer par espèce, alors que les pêcheurs, eux, devront chercher à garantir la pérennité de leur exploitation. Donc, dans un premier temps, il va falloir générer un ensemble d'environnements qui soient cohérents avec notre réalité. Donc, on a certaines données économiques qui nous permettent de savoir à peu près dans quel contexte économique se trouve la pêche en Corse. Donc, on va réaliser une optimisation sous contrainte pour générer un ensemble d'environnements qui soient cohérents avec la réalité terrain, pour ensuite pouvoir apprendre à partir de ces environnements simulés pour, au final, généraliser à notre situation réelle. Et donc, l'optimisation va être une optimisation sous contrainte qui devra respecter les données économiques et qui sera évaluée sur la variabilité des gains pour assurer une difficulté de résolution dans certains cas, plus ou moins compliqué en fonction des cas, pour éviter justement le surapprentissage. C'est-à-dire pour éviter que l'algorithme soit parfaitement adapté à une situation, mais que cette situation ne corresponde pas forcément à la réalité terrain. Donc pour cela, on va séparer l'environnement en deux parties. Donc il va y avoir un apprentissage pour les pêcheurs et un apprentissage pour les décideurs. Donc pour les pêcheurs, on va représenter mathématiquement l'état de pensée des agents à chaque instant, donc ce qui va être modélisé par des croyances, qui vont être en fait la mémoire des traitements des différentes observations qu'ils ont au cours du temps. Donc en réalité, ça serait, chaque pêcheur se souvient qu'ils ont pêché énormément de telle espèce à un endroit en particulier, donc s'il veut prendre telle espèce, il va plutôt retourner par là, ou dans un autre endroit, dans un autre cas par exemple. C'est ce qui va être modélisé ici. Donc les croyances, ça va être une grosse matrice avec en gros l'espérance de prise de chaque espèce dans chaque zone, et également la variabilité, un indicateur de confiance de ces estimations, donc il va être proportionnel au nombre de fois où cette zone aura été exploitée, et également la temporalité de l'exploitation. Et on prendra également en compte les gains que donne l'exploitation de cette zone à un instant T. Donc de même pour les pêcheurs, on aura un calcul de croyance qui sera un peu différent, qui va nous permettre de réaliser une série temporelle de l'évolution des captures par unité d'effort pour chaque espèce, pour chaque zone. Et ces estimations vont nous permettre de réutiliser les optimisations précédentes pour en déduire un ensemble de solutions. Et on pourra découper cet ensemble de solutions pour le donner à manger en entrée à un réseau de neurones qui va, lui, apprendre à partir de ça à déterminer les quotas optimaux. Donc, pour les pêcheurs, on va utiliser 7 algorithmes différents, ainsi qu'une politique aléatoire et une politique gloutonne, je reviendrai dessus après. Et pour les décideurs, seulement 3 algorithmes, et on réalisera les entraînements de manière différée. Donc, je ne vous pas les détails de ces méthodes, juste il faut retenir que pour les décideurs, peu importe la méthode, c'est relativement constant, alors que pour les pêcheurs, il y a certaines méthodes qui sont plus ou moins efficaces, comme le SAC, donc Soft Actor Critique, qui semble être particulièrement adapté dans cette situation. Donc, chacune des méthodes, du coup, donne des politiques de qualité assez variables. Ici, j'ai représenté, donc à gauche, les gains relatifs à l'optimum théorique en fonction des différentes politiques proposées. À gauche, on a toutes les stratégies qui vont agir sur le même environnement, donc c'est-à-dire que tout ce qui aura été appris sera utilisé en même temps pour différents pêcheurs qui agissent sur l'environnement. Et dans ce cas-là, du coup, on remarque que la politique gloutonne, donc la greedy en vert clair sur mon graphique, c'est celle qui obtiendra les meilleurs résultats économiques. Donc en fait, la politique gloutonne, c'est celle qui va, en fonction de ses connaissances, toujours prendre la zone qui lui permet d'obtenir les meilleurs gains d'un point de vue économique sans prendre en compte les quotas. Et dans ce cas-là, donc dans le cas où à peu près 90% des exploitants respectent de manière efficace les politiques, les différents quotas, c'est ceux qui ne respectent pas l'environnement qui obtiendront les meilleurs gains, effectivement. Alors que par contre, on remarque sur la figure de droite où là, tous les pêcheurs utilisent la même stratégie. Mais la première année, ceux qui utilisent une politique gloutonne, oui, effectivement, ils obtiendront de meilleurs gains.
mais ça va très vite décroître et voire à la fin, ça sera ceux qui obtiendront les pires gains. Donc ce genre de politique est applicable, oui, effectivement, pour certains sur le court terme, mais par contre, quand ne serait-ce que peu de pêcheurs utilisent une politique gloutonne, l'impact économique se fera ressentir sur l'ensemble de l'exploitation et au final, tout le monde gagnera moins, alors que si tout le monde utilise des politiques respectueuses de l'environnement, donc toutes les autres sur ce graphique, au final, tout le monde obtiendra de meilleurs gains sur le long terme. On a également testé une autre approche d'apprentissage qui est d'utiliser des observations directement sans pré-traitement des croyances, mais jusque-là, ça ne nous a pas donné des résultats assez concluants. Donc les raisons peuvent être juste, par exemple, le manque de temps d'entraînement, mais ça semble peu cohérent au vu des courbes de convergence. Et également la complexité du réseau de neurones qui pourrait être à revoir. Donc on a seulement 6 couches d'entrée pour l'instant. Et l'utilisation de ce type de méthode sans pré-traitement pourrait être plus intéressant pour éviter les biais dus à nos propositions de calcul de croyances. Mais voilà, ça serait encore à creuser à l'avenir. Donc en conclusion, les résultats de ce type d'approche sont proches de l'optimum global, et ce sans connaître, enfin sans avoir aucune connaissance sur les différentes dynamiques de population, en se basant uniquement sur les observations directes, donc qui est un fort avantage dans ce genre de situation. Mais ces résultats sont cependant à relativiser car le modèle est quand même relativement simple. Il nécessite l'ajout d'un modèle économique. Donc là, dans ce cas-là, toutes les prises sont considérées comme vendues au prix optimum tout le temps, alors qu'on sait qu'il peut y avoir des effets de marché, des variations de prix au cours de la saison, tout ça. Et on pourrait également penser à une complexification du modèle économique pour être plus cohérent et prendre en compte d'autres stratégies comme changer la taille des mâles de filet pour ne pas prendre les plus petits poissons, par exemple. Mais ces travaux sont quand même un premier pas montrant l'utilité de l'apprentissage dans ce contexte, et la question de l'apprentissage directement basé sur les observations mérite un approfondissement pour être plus facilement généralisable. Donc en conclusion générale, de par ces résultats, nous pensons avoir montré l'utilité de l'optimisation du point de vue des décideurs en situation de bonne connaissance sur le système, et surtout l'utilité de l'apprentissage à l'échelle des pêcheurs, et que l'utilisation des connaissances individuelles peut suffire pour un système de recommandation directe pour les pêcheurs. Mais notre faible connaissance du système réel ne nous permet cependant pas encore de garantir l'optimalité de ces conclusions. Donc en perspective, nous pensons à une comparaison théorique des méthodes dans d'autres contextes, dans un premier temps. Nous sommes également en train de développer une interface d'aide à la décision pour les décideurs, et nous souhaiterions pouvoir tester en situation réelle à petite échelle nos algorithmes dans un premier temps et prouver leur efficacité sur le terrain. Donc merci de votre attention. Si vous voulez poser des questions, je vous laisse allumer. On n'est pas trop nombreux, donc vous pouvez allumer votre caméra et ouvrir votre micro et vous pouvez poser directement la question. Je vous laisse. Oui, bonsoir. J'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. Merci pour cette présentation. J'ai pas bien compris dans la présentation combien vous aviez de partenaires, on va dire, au niveau de la pêche et de données en quelque sorte au départ pour mettre en place le modèle et après pour le faire évoluer. Et du coup, ma question, c'était en gros, est-ce que vous aviez une zone d'expérimentation dans laquelle vous aviez, par exemple, obtenu les paramètres du modèle et après une autre zone dans laquelle vous aviez pu tester ce modèle, ou est-ce que tout est fait sur une même zone? Alors, déjà, on est en partenariat avec, par exemple, le comité des pêches et un peu l'Ifremer, la collectivité de Corse et la Star Réseau, il me semble, mais j'en oublie peut-être. Donc, on a certaines données grâce à eux. On a eu aussi des données d'un article qu'on a trouvé qui représentait, enfin, qui estimait les captures de certaines espèces et du stock global sur plus de 50 ans. Donc c'est ce que j'ai présenté. Je vais vous retrouver les slides correspondantes. C'est là, voilà. Là, de 1950 à environ 2000,
Ces données-là sont basées sur un article qu'on a trouvé, je pourrais vous retrouver la référence si ça vous intéresse, mais elles sont également sur un site qui s'appelle Fishmap, il me semble. Je pourrais vous retrouver si ça vous intéresse. Et du coup, non, on n'a pas directement de zone d'expérimentation. En fait, les différentes données qu'on a sont en général dispersées autour de la Corse. Mais par contre, on a pu tester certaines méthodes en utilisant des paramètres calibrés dans d'autres publications pour vérifier qu'on retrouvait bien les mêmes résultats qu'eux. Mais du coup, rien de directement appliqué à la Corse pour l'instant. Là, la grande majorité, c'est des simulations. Pour les seuls tests sur données vraiment réelles, c'est celles qui sont présentées là sur ces slides. Merci. Oui, bonsoir à tous. Merci Paul pour ta question. Merci Nicolas pour ta présentation. Juste pour compléter un petit peu, hein, donc, bon, le consortium il est un petit peu plus large parce que c'est des travaux qui sont un petit peu la ramification d'un projet qui est financé par la région et qui s'appelle Moonfish. Et en fait, là, les données que Nicolas te présente, alors il est vite passé sur les préliminaires qui sont le modèle qu'on utilise. Hein, il était cité, c'est le modèle de Graham-Schaeffer et un petit peu ses données. Voilà, déjà, le modèle de Graham-Schaeffer, il faut voir que c'est un modèle qui étudie les stocks de manière globale. Et donc, du coup, c'est vraiment, ça peut être à l'échelle de la Corse comme à l'échelle de la Méditerranée. Donc, c'est vraiment un modèle gros grain, si tu veux qu'on fasse un petit lien avec la physique et les différents types de modèles que vous pouvez utiliser. Donc, avec vraiment une vision macro de ce qui se passe. Alors, nous, on l'a un peu spécialisé, entre guillemets, dans les travaux de Nicolas. À un moment donné, quand il vous a montré plusieurs courbes avec plusieurs espèces, en fait, on a fait plusieurs modèles de Graham-Schaeffer pour des espèces différentes et on a, on va dire, calé ce modèle ou calibré ce modèle avec des données qu'on a trouvées dans la littérature. Hein. Donc là, clairement, ces courbes-là, c'est pardon, hein, c'est difficile de, on peut pas les, désolé. Ouais, du coup, les modèles les données que vous voyez là, c'est une estimation déjà avec un de nos partenaires, hein, qui est l'Office de l'environnement, et donc quelqu'un qui a fait des travaux en écologie qui s'appelle le MANAC. Donc c'est des estimations déjà. Hein, on n'a pas de données assez précises sur les stocks espèce par espèce en Corse. Et d'ailleurs, c'est l'un des objectifs du projet Moonfish. Et donc un projet qui est toujours en cours et qui, on a l'espoir, pourra continuer par la suite parce qu'il y a un gros manque de données sur l'évaluation des stocks par, on va dire, espèces d'intérêt. Hein. Donc les espèces d'intérêt, c'est réellement les espèces qui font vivre les pêcheurs. Là, vous en avez vu quelques-unes apparaître sur les transparents de Nicolas, même si il me semble que leur nom était peut-être en latin. Mais bon, il y a le denti, la langouste, voilà, vraiment des grosses espèces qui sont importantes. Voilà, pour compléter un petit peu. Moi, j'ai une petite question, peut-être pour Nicolas, là, pour l'aider à compléter un petit peu, et valoriser un petit peu aussi les services de l'université. Tu pouvais revenir, parce qu'il y a beaucoup de simulations qui sont faites, et il y a certaines simulations qui ont pris beaucoup de temps, et on utilise le supercalculateur de l'université ou un autre plus petit calculateur. Donc, ça serait intéressant peut-être que tu parles de cet aspect-là aussi du travail, qui est lorsque sur un modèle, il y a beaucoup de paramètres et qu'il y a beaucoup de cycles d'apprentissage, ça demande, mais là pour le coup, vous le voyez, c'est la dernière ligne, une parallélisation GPU. Je ne sais pas si le GPU, ça parle à tout le monde, mais pour le coup, si tu peux dire deux mots de tout ça. Ouais, en fait, il y a plusieurs cas. Donc là, sur l'optimisation, j'ai jamais eu besoin d'utiliser supercalculateur. Là où j'ai paralysé sur GPU, j'ai quand même utilisé mon ordinateur personnel et ça marchait relativement bien. Bon, j'aurais peut-être dû même utiliser le supercalculateur, ça aurait sûrement été plus efficace. Mais là, sur la partie optimisation, j'ai jamais eu vraiment le besoin. Par contre, oui, sur tout ce qui est apprentissage, là, j'ai passé tout l'été dernier à presque monopoliser le supercalculateur pour pouvoir réaliser cet apprentissage-là, parce qu'on avait certaines contraintes qui faisaient que c'était pas
aussi rapide que ça aurait pu l'être dans d'autres contextes d'apprentissage. Et du coup, voilà, on peut bien remercier Fred Bosser et M. Campana pour la mise à disposition de ces outils, sans lesquels ça aurait été très difficile d'obtenir ces résultats suffisamment rapidement. Une question, qu'est-ce que c'est qui demande l'usage du supercalculateur? C'est la quantité de données qui est à traiter ou c'est la lenteur, on va dire, enfin, la lenteur, en quelque sorte, la puissance de calcul pour l'algorithme après? Je n'ai pas bien saisi. Ouais, c'est plus le temps de calcul des différents algorithmes. En fait, là, dans ce contexte-là, on va, entre guillemets, générer nos propres données. Donc, en fait, là, à partir de cet environnement-là, chaque épisode, donc c'est-à-dire chaque simulation, en gros, va générer pour chaque pas de temps les captures pour chacun des pêcheurs, enfin pour chacune des actions des pêcheurs. Donc ça va nous faire une certaine quantité de données, mais qui n'est pas si importante que ça à traiter. Mais par contre, pour la partie décideur, chaque année, on va passer par mes algorithmes d'optimisation, donc qui peut quand même, enfin même si c'est seulement une seconde, ce qui n'est plus le cas dans ce contexte-là, mais même si c'était seulement une seconde, sur 10 000 épisodes fois le nombre d'années, ça fait quand même énormément de temps de calcul rien que pour ça. Et pareil pour la partie pêcheur, les différentes phases de l'apprentissage nécessitent aussi du temps de calcul. Et comme il y a des contraintes au niveau de... Enfin, on ne peut pas paralléliser ça sur GPU de manière optimale à cause de cet algorithme qui s'entraîne en même temps, plus des données qui sont que pour un des pêcheurs et pas sur l'ensemble. Enfin, il y a plusieurs contraintes qui font que le temps de calcul d'apprentissage individuel est assez élevé. Donc, on est obligé de paralléliser ça sur un grand nombre de cœurs pour être assez efficace. En gros, si je veux faire un petit peu le lien avec ce que vous pourriez faire en physique, l'approche, elle serait que toi, tu as ton modèle de propagation, tu as une expérimentation où tu sais où le feu est arrivé. Donc, on va dire que tu as un gros terrain et le feu, il est arrivé aux portes d'une maison. Et en fait, tu vas faire N simulations en jouant sur tous les paramètres de ton modèle pour que le résultat, ça soit le fait que le feu, il arrive à la porte de cette maison. Donc, tu vas tester tous tes jeux de paramètres de ton modèle. Donc, plus il y a de paramètres, plus c'est long, plus ça prend de temps. Bon, là en plus, il y a d'autres types d'algorithmes. Et tu vas regarder enfin le résultat qui te permet de voir ce feu arriver au pied de la maison. Et du coup, tu vas pouvoir remonter pour te dire, le feu, il est arrivé là, et je vais pouvoir récupérer les paramètres qui ont fait en sorte que le feu il soit arrivé là. Et ça, c'est rien que pour la partie décideur. Après, il y a la partie pêcheur aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas. On peut peut-être déjà remercier Marie-Françoise pour la programmation et la présence si tardive, et Marc-Antoine également. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra. Si vous ne pouvez pas ouvrir votre caméra, au moins le micro, et poser la question. Ou sinon, je laisse le mot de la fin à notre conférencier. Bon, si personne n'a d'autres questions, je vais remercier Marie-Françoise, Marc-Antoine et tous les auditeurs pour votre présence et vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée également. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Nicolas. De rien. Merci à toi.